Marco Rubio vient de publier ce rapport important qui prouve que Cuba communiste est responsable de la création de groupes et de mouvements d'extrême gauche aux États-Unis. Un pas de géant pour imposer la chute définitive de la dictature cubaine. Et ils agissent aux côtés d'États étrangers hostiles qui partagent leur mission, comme les réseaux de supplétifs iraniens en Irak, qui sont de plus en plus étroitement liés à des groupes militants de gauche dans le monde entier. Le vaste réseau de renseignement et d'idéologie du régime cubain a contribué à construire l'extrême gauche dans notre pays et dans notre hémisphère, et il reste inextricablement lié à des groupes et mouvements d'extrême gauche à l'intérieur et au-delà de l'Occident. Les terroristes d'extrême gauche d'aujourd'hui peuvent collecter des fonds dans un pays. Ils peuvent héberger leur communication dans un autre pays. Ils peuvent recevoir une formation dans un troisième pays. Ils peuvent recruter des militants dans un quatrième pays. Et ensemble, attaquer une cible dans un cinquième pays. Le département d'État a publié Cuba, la capitale du communisme du XXIe siècle, et accuse le régime de mener depuis près de 7 décennies une campagne d'espionnage, d'infiltration politique, de propagande et de subversion à l'intérieur des États-Unis. Marco Rubio a présenté le document comme une révélation publique d'une menace qui, selon lui, a été ignorée pendant trop longtemps. L'accusation la plus explosive est que Cuba n'aurait pas agi seulement comme allié de l'ancienne Union soviétique. Le document affirme que la Havane a construit un projet public mêlant services de renseignement, groupes de façade, échanges, organisations politiques, centres académiques et mouvements radicaux. Le département d'État soutient que des agents cubains ont infiltré les cercles du gouvernement américain, courtisé des militants et soutenu des actions de l'extrême gauche sur le sol américain. Rubio tente de placer ces accusations dans le domaine de la sécurité nationale et pas seulement comme un différend diplomatique avec une île communiste. Au cours des dernières heures, le soi-disant Plan national de réponse rapide, distribué en juin par le Réseau national sur Cuba, une coalition américaine regroupant plus de 60 organisations, a attiré l'attention. Le plan prévoit des actions coordonnées dans les 24 heures en cas d'attaque des États-Unis contre Cuba ou même en cas de menace jugée imminente. Parmi les lieux indiqués pour la mobilisation figurent des bases militaires, des bureaux de recrutement, des bâtiments fédéraux, des tribunaux, des agences d'immigration et des arènes sportives lors de grands événements. L'objectif déclaré serait de rendre toute action de Washington politiquement et matériellement coûteuse. Un autre point alarmant concerne une base de données contenant 1335 installations militaires et policières réparties dans l'hémisphère occidental. Le rapport relie ce matériel à Black Alliance for Peace et affirme qu'il pourrait orienter l'organisation de manifestations et d'actions dans des lieux stratégiques. Cuba, c'est quelque chose de très différent, en effet. Le grand malentendu, c'est que Cuba n'est pas dirigé par le gouvernement, mais par une holding militaire appelée GAESA. La GAESA détient pratiquement tout dans le pays, le secteur du tourisme, les mines et les stations-service, ils contrôlent tout. Ils génèrent environ 70% du PIB de Cuba sous le contrôle de cette entreprise militaire et contrôlent des actifs qui varient entre 14 et 17 milliards de dollars. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont faim et le réseau électrique n'a pas été entretenu depuis 10 ans, mais cette holding militaire continue de garder ses actifs. Et d'ailleurs, absolument pas un seul centime de l'argent de cette holding ne va au trésor public. Le défi fondamental, c'est que Cuba a besoin, pour ne pas devenir un État failli et une menace pour Zézineux, de réformes sérieuses. Ils ont besoin de réformes économiques. Et la question est-ce qu'ils peuvent réformer avec ceux qui sont actuellement au pouvoir ? Un fonctionnaire du gouvernement américain a déclaré que les agences de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme examinent l'affaire de près, car certaines organisations réunies dans cette structure auraient déjà participé à des actions violentes par le passé. Le document concentre l'attention sur 6 structures: l'Institut cubain d'amitié avec les peuples, le Réseau national sur Cuba, Cold Pink, The People's Forum, les socialistes démocratiques d'Amérique et la National Lawyers Guild. Washington décrit l'Institut cubain comme un centre international d'influence lié au gouvernement de la Havane. Selon l'enquête, cette structure maintient des contacts avec plus de 2000 organisations de solidarité dans plus de 150 pays, créant un réseau capable de diffuser de la propagande, d'organiser des délégations et de rapprocher des militants américains des autorités cubaines.
Le rapport mentionne également des voyages de militants à Cuba, des rencontres avec des membres du gouvernement, des campagnes contre les sanctions américaines et des structures utilisées pour financer ou organiser des mouvements politiques. L'accusation de Marco Rubio est que la Havane mélange espionnage, propagande, pression idéologique et soutien à des organisations révolutionnaires dans une seule stratégie à long terme. Pour élaborer le document, le département d'État a rassemblé des mémos déclassifiés par les services de renseignement, des documents du Conseil de sécurité nationale, des recherches, des registres publics et des documents produits par les organisations citées elles-mêmes. Dans la publication faite par Marco Rubio lui-même, la couverture sombre du rapport apparaît, accompagnée de l'accusation selon laquelle le régime cubain a été, pendant plus de 6 décennies, l'un des principaux soutiens du radicalisme de gauche et du tiers-mondisme aux États-Unis. Dans la vidéo publiée par Eric Dougherty, Marco Rubio apparaît devant le sceau du département d'État, tandis qu'une page intitulée « O Estado Revolucionario » est affichée. L'image partagée par Ocean Defender renforce la gravité de la dénonciation en présentant Cuba comme le centre d'une structure internationale d'influence et non comme un gouvernement isolé et affaibli. Dans la publication faite par le député Carlos Agiménez, la réaction a été encore plus ferme. Il a affirmé que la dictature cubaine représente une menace importante pour la sécurité nationale américaine, a soutenu ce qu'avait exposé Rubio et a déclaré que Cuba doit être la prochaine cible de la pression de Washington. Dans une autre vidéo publiée par Agiménez, le dissident Luis Manuel Otero Alcántara apparaît après son arrivée à Miami, après avoir purgé 5 ans de prison à Cuba. Il a été accueilli par des partisans, a visité le sanctuaire national de Notre-Dame de la Charité et a de nouveau appelé à la fin de la dictature et de la dynastie Castro. Le dissident cubain, musicien, Luis Manuel Otero Alcántara a été libéré d'une peine de 5 ans de prison à Cuba et a obtenu la liberté conditionnelle aux États-Unis. Les Cubains l'ont simplement relâché et sa libération indique-t-elle que quelque chose de nouveau se passe à Cuba ? En réalité, non. Il a effectivement purgé sa peine, donc il était là depuis le 11 juillet 2021. Il a été l'un des leaders des manifestations massives qui ont eu lieu ce jour-là, et simplement pour avoir demandé la liberté, il a été jeté en prison pendant 5 jours. C'est ça que le régime communiste vous apporte, tu comprends? Donc toutes ces personnes ici aux États-Unis qui demandent ce socialisme, ce communisme, voilà ce que vous obtenez. Et maintenant, il est au pays de la liberté, ici aux États-Unis. Et ce qui se passe à Cuba, encore une fois, c'est le même type de pression, pas militaire, mais la pression économique commence à fonctionner. À Rubio. Il a utilisé l'affaire pour exiger la libération des autres prisonniers politiques et a accusé la Havane de persécuter ceux qui réclament la liberté à travers l'art. Otero Alcántara a été arrêté lors des manifestations de juillet 2021 et condamné pour des accusations liées à des troubles à l'ordre public, outrage et atteinte aux symboles nationaux. Les organisations de défense des droits de l'homme le considéraient comme un prisonnier politique. Pendant plusieurs jours, même ses partisans ne savaient pas où il se trouvait. L'entrée aux États-Unis s'est faite grâce à une autorisation humanitaire et son arrivée à Miami a eu lieu à condition qu'il quitte Cuba. La libération suivie d'un départ forcé de l'île a ouvert un autre front d'usure pour la Havane, justement au moment où Rubio publiait le document. Alors que le rapport dénonce des réseaux d'influence opérant à l'intérieur des États-Unis, la vidéo à Miami présente un opposant qui est sorti de prison et a dû abandonner sa propre nation pour continuer à s'exprimer. La prochaine action concrète pourrait venir du département de la justice, du Trésor, du FBI ou de la Maison-Blanche. Si les enquêtes révèlent des violations de sanctions, une activité irrégulière avec un agent étranger ou un financement illégal lié à des structures de la Havane. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante attachée à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à continuer.